Merci de nous regarder de partout ailleurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce magazine où nous décortiquons les questions liées à l'économie, mine ainsi que l'environnement. Alors pour aujourd'hui, nous parlons de la gouvernance des industries extractives face à la transition énergétique. Cette question mérite d'être posée en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'État congolais possédait 4 entreprises minières, dont Sakima, Miba ainsi que la Gécamine. Alors ces 4 entreprises, pouvons-nous dire qu'elles sont tombées toutes en faillite? Aujourd'hui, quels sont les mécanismes pour, en tout cas, parler de la réindustrialisation de ces entreprises? Ainsi, pour évoquer la question, nous recevons sur ce plateau les professeurs d'université Jean-Barnabé Milala, qui a d'ailleurs écrit un livre pour ainsi parler de cette réindustrialisation des entreprises de l'État congolais. Professeur, nous vous disons ou vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Ben. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors déjà, la gouvernance minière en République démocratique du Congo, elle se porte à merveille. Pouvez-nous dire cela? Non, c'est l'officieux qui a supplanté l'officiel. Hein, parce que l'officieux a supplanté l'officiel dans l'organisation minière. Ok. Oui. Et vous évoquez quoi comme problématique? Mais c'est le manque, un environnement sans repère moral. Hein. Le paradigme est très simple. C'est que le mine a bousculé l'agriculture. C'est qu'il y a une primauté du code minier sur le code foncier. Ça pose énormément de problèmes. Mais sur le plan éducatif également. Les jeunes, ils laissent l'école, viennent dans les mines. Et quand ils viennent dans les mines, ils sont gérés comme ils sont gérés. Et donc la proie au mouvement politico-militaire, quasiment partout, ou soit ils sont tout simplement transporteurs des exploitants miniers. Donc c'est vraiment le grand noyau qui permet à ce qu'on se reconnecte avec tous les mafieux, les contrebandes, etc. Et tout ça, c'est fondamentalement dû à la désindustrialisation. Et à l'explosion justement de l'artisanat minier. La gouvernance des industries extractives face à l'énergie ou à la transition énergétique. D'abord, s'il faut parler d'une brève historique des mines congolaises, qu'est-ce que l'on peut retenir? Les mines ont toujours été une affaire, dès le début avec Léopold II, une affaire de Léopold II et les milieux financiers belges. Nous avons 2 grandes figures. Il y a Albertis, qui a commencé l'exploitation des mines au Katanga. Mais nous avons également Epen, un grand financier, un grand investisseur belge qui, lui, a investi au Maniema. Et dans Somenki. Somenki, c'est après. Mais avant, nous avons une série d'entreprises minières qui dépendaient de la Belgique. Et lui va avoir dans Somenki, par exemple, 70% des parts. Aujourd'hui, c'est transformé en Sakima, qui est en liquidation. Donc, on va dire que c'était une affaire de financiers belges avec le Léopold II qui avaient de très, très grandes ambitions qui dépassaient les Congo. Ils voulaient exploiter la Chine également, etc., etc. Donc, on peut dire que même avec la forme minière, c'était toujours la même chose. Mais en 60, par exemple, pour la forme minière, c'était vraiment les blocages. Le DG Cravate, de son nom, c'est celui qui va financer Kalonji, par exemple, pour la sécession de Sud-Kasaï. Oui. Et là, on délocalise les sièges en 61 de Chikapa vers Bakwanga. Oui. Et c'est lui qui va donner les cheroirs automobiles, l'infrastructure, c'est-à-dire les bâtiments, etc., à Bakwanga, à Kalonji. Il va vraiment l'équiper, mais il ira très loin. Il va même donner les armes des Nations Unies qui ont été entreposées en Bujimaï. Et la jeunesse Kalonji va les utiliser contre le gouvernement loyaliste. Bref, on va voir que en 60, il y a vraiment une rupture. Et il faut maintenant faire que, d'abord, les gens craignent la nationalisation. Hein, surtout les investisseurs étrangers, mais ça va crescendo petit à petit. Jusqu'en 82, on peut dire qu'on libéralise vraiment ces domaines. Ce n'est plus l'exclusivité, voulais-je dire, des sociétés minières étatiques,
Maintenant, on autorise n'est-ce pas, aux entreprises minières étatiques de faire des partenariats avec des privés. Et c'est là où les choses commencent. On ne sait pas bien faire des vrais partenariats. Okay. Nous aurons une commission de révision de contrats, disons un peu plus tard, conduite par Lutundula, par le Parlement, et on va demander à ce qu'on révise au moins 7 contrats, par exemple l'AMIBA avec des Bourses, l'AMIBA avec Dan Gettler et les autres. Donc maintenant, on est un peu dans le processus de normalisation. Donc vous voulez dire, pour ne pas nous attarder bien sûr sur l'historique des mines en RDC, ici, à vous entendre parler, vous voulez vraiment dire que quand il y a eu bien sûr ce partenariat public-privé, c'est à ce moment-là que les choses se sont mais consécutive à la désindustrialisation, on n'a pas pu investir dans l'industrialisation et on était devant un fait accompli. C'est l'explosion de l'artisanat et il faut intégrer l'artisanat maintenant dans la gestion publique des affaires. Alors, s'il faut interroger l'histoire, déjà, l'on pensait ou l'on a vu que les mines contribuaient bien sûr avec seule la GECAMINE à l'époque, 70% au budget national. L'AMIBA aussi. Oui, et l'AMIBA aussi, bon, toutes ces 4 entreprises minières de la RDC. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons les mines en entièreté, elles n'arrivent même pas à contribuer jusqu'à 50%? C'est quoi le bémol qui mine maintenant ces secteurs? C'est comme je l'ai dit au départ, c'est que tant qu'il n'y a pas des coopératives qui fonctionnent vraiment pour bien gérer l'artisanat, parce que pour la Banque mondiale, nous sommes à 90% de l'artisanat dans les secteurs miniers. On peut dire qu'il n'y a que 10% dans le domaine industriel. Il faut... Donc les 90%, c'est dans le secteur artisanal. Artisanal. Okay. C'est pourquoi une des questions importantes du Code minier de 2018, c'est intégrer la gestion justement de l'artisanat à travers les coopératives minières. Mais ces coopératives ont des abus. Je peux prendre par exemple les MMR, Mineral Ressources au Katanga, dans Olomami, dans Tanganyika et dans Lualaba. C'est un seul syndicat qui achète tous les produits de tous les artisanaux. Ah bon? Alors qu'il y a plusieurs autres exploitants et des comptoirs agréés qui peuvent acheter. Et là, ça fait des problèmes parce qu'ils imposent d'une certaine façon les prix. Et ils ne négocient pas, on peut dire, d'égal à égal avec les syndicats des exploitants artisanaux. Nous avons un très grand syndicat des exploitants artisanaux congolais, mais il y a toujours, et parfois des morts. Il arrive qu'il y ait des morts pour pouvoir fixer les prix. Et ils font une sorte de monopole, mais leurs alliés, c'est quoi? Soit les gouvernements provinciaux imposent certaines illégalités. Donc, il faut que la concertation puisse être équitable entre les syndicats des exploitants et les syndicats de ceux qui travaillent dans le domaine des mines. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pourquoi vous parlez de l'action coopérative à la réindustrialisation minière de la RDC. Ok, il faut les reconnecter. J'ai une théorie ici de la pédagogie morale. Okay. Les grands problèmes, c'est un environnement moral sans repère. Il faut y introduire la moralité. Donc, tous ceux-là qui travaillent dans des sociétés coopératives n'ont pas de morale. C'est ce que vous voulez insinuer? Les pratiques. On peut dire un site minier... On les reconnaît sur base de leurs pratiques. Oui, oui. Un site minier, une seule coopérative et un grand acheteur, un grand syndicat des exploitants industriels. Un seul qui achète. Non, mais prof, il y a aussi un problème. Quand vous dites un site minier, une seule coopérative, mais ça va créer des remous parce que nous en avons plusieurs. C'est ce qui se fait. Oui. C'est la pratique. C'est la pratique. Oui, oui. Et la pratique est imposée, par exemple, par les gouvernements provinciaux. Que ce soit au Lomami, Tanganyika et au Katanga. Tous les 3 provinces sont achetées par un seul syndicat qui achète, qui a le monopole, et empêche les autres exploitants qui sont en règle de pouvoir acheter auprès des artisanats miniers. Vous parlez des MMR. MMR. Mineral
qui achète toutes les matières minières qui proviennent des artisanaux. Dans les domaines, par exemple, des 3T. Ok. Étain, donc tungstène et tantal. Ah bon? Oui. Et vous pensez que c'est les pouvoirs provinciaux qui arrivent à, en tout cas, permettre à ce que MMR prennent les monopoles dans ces provinces? Certainement, parce que c'est ça la pratique. Il faut à ce moment-là que l'État intervienne pour faire en sorte qu'il y ait de la bonne concurrence, que les autres exploitants puissent aussi acheter et surtout qu'il y ait concurrence au niveau des prix. C'est ça l'enjeu. Mais déjà, il y a des sociétés coopératives qui s'insurgent contre cette volonté, ce manque de volonté de la part de l'État congolais qui n'arrive pas à viabiliser les zones d'exploitation artisanale. Parce que même les zones qu'on attribue à certaines sociétés coopératives, elles ne sont pas viables et puis elles ne dégagent pas des matières qui contiennent de la bonne teneur. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart vont aller s'amasser dans une seule carrière et ils s'y retrouvent avec autant d'acheteurs. Il n'y a pas vraiment de l'organisation. Ce n'est pas seulement un problème de morale de ceux-là qui détiennent les coopératives, mais aussi à vous qui êtes dirigeants, de pouvoir imposer une certaine ligne de conduite. Vous ne pensez pas que ça doit être aussi ça? Nous sommes dans le domaine de la recherche, mais du point de vue de la coopérative, il y a 3 enjeux importants. L'équipement, il faut aider les artisanats miniers à s'équiper convenablement. Mais il faut aussi défendre leurs intérêts par ces coopératives-là. Mais surtout la question de la sécurité. Parce que souvent, chaque site a sa propre sécurité, ses agents de sécurité qui deviennent des agents de l'insécurité. Et d'un site, d'un site à l'autre, ce sont des agents différents de sécurité qui, justement, s'affrontent plus ou moins. Donc, il faut faire en sorte que la présence de l'État soit effective. Et si la présence de l'État est effective, à ce moment-là, on peut mettre en œuvre les normes qui conviennent dans le secteur, notamment ce qui est prescrit par le Code minier. Mais lorsque l'on fait la ronde de plusieurs sites miniers ou des carrières dans lesquels on retrouve des coopératives, mais on y trouve vraiment tous les services de l'État qui sont là pour percevoir des taxes. Mais comment vous dites qu'il faut qu'il y ait une présence de l'État congolais dans ces sites? Chacun doit rester dans son rôle. Là. Tous ceux qui sont dans les domaines, par exemple, administratifs, chacun doit rester. L'inspecteur de mine doit faire son travail et les autres qui sont là, chacun doit faire son travail. J'ai été dans les mines de Mabanga à Ituri. Mais les désordres est indescriptible. Non seulement il y a une menace des miliciens qui sont là, qui sont eux-mêmes aussi exploitants, mais il y a les enfants qui sont là-bas, il y a la prostitution. Je vous dis, quelquefois, ce sont les exploitants eux-mêmes qui vendent les produits de première nécessité et interdisent aux autres de les faire. Et par exemple, en ce qui concerne les femmes, à ce moment-là, elles versent dans la prostitution. C'est un vrai problème. Non seulement la prostitution, elles deviennent victimes de pratiques, on va dire, barbares, de plongeurs et de mineurs. Donc, il n'y a pas véritablement l'autorité de l'État. Parce que tout ce qui sont commis à ça, de temps en temps, verse également dans l'illégalité. Dans votre livre, en le parcourant, vous parlez de 10 millions d'exploitants artisanaux qui sont répertoriés. Je ne sais pas sur quelle base des statistiques vous êtes arrivé à une telle conclusion, mais qui travaillent d'une manière informelle. Et ces derniers occupent la grande majorité de l'exploitation artisanale, ou pour ne pas dire minière en général, 70% des recettes qui échappent à l'État congolais. Mais que faire pour arriver à sécuriser ces recettes? Ce sont les statistiques de la Banque mondiale. Vous qui êtes chercheur, vous êtes basé également sur les statistiques de la Banque mondiale. Il y en a plusieurs, mais je voulais prendre celle-là parce que même la traçabilité du diamant, vous, par exemple, elles sont crédibles? Oui, elles sont plus ou moins crédibles, mais les statistiques sont concurrentes. Alors, on va dire que en ce qui concerne la traçabilité, la Banque mondiale dit qu'à peine 60% de diamants sont tracés. C'est difficile de savoir à partir du comptoir d'en bas, de savoir est-ce le diamant du sang ou non. C'est seulement à partir du comptoir
lorsque le comptoir paie le taxe à l'exportation, qu'on peut. Mais les déclarations même de ces produits ne sont pas très, très friables par le comptoir parce que la contrebande, elle est massive. C'est très, très difficile de contrôler la contrebande. Donc tout le monde est mêlé dans cette contrebande. Mais prenons les officiers, surtout militaires. Mais ce n'est un secret pour personne. Ils s'enrichissent très rapidement. Comment ça? Parce qu'ils sont... Oui, il faut le voir. Hein. Moi, j'ai vécu longtemps en Ituri. On va voir qu'en fait, les officiers militaires, visiblement, c'est des gens très vite qui roulent carottes, qui construisent, etc. Mais comment les font-ils? Mais ils travaillent. Mais ils vont travailler comment? Parce qu'ils ne peuvent pas être partie prenante dans les domaines miniers. Donc pour vous, quand vous voyez un officier militaire rouler carrosse, construire un immeuble, c'est-à-dire il participe à la contrebande? Bon, on se pose la question, c'est très simple. Hein? Parce que comment est-ce que les fondamentaux, c'est-à-dire les créateurs, restent pauvres? Ça, c'est entre autres une expertise du centre Carter, le problème de la pauvreté des communautés locales. Oui. Comment les communautés locales, à travers l'artisanat minier, plongeurs et mineurs, parfois organisés en famille, restent pauvres. Et c'est seulement les officiers militaires qui rapidement s'enrichissent. Non, il faut que toutes les parties prenantes puissent se retrouver. Pas seulement les exploitants, pas seulement, surtout, ceux qui sont commis à la sécurité. Pour que nous arrivions véritablement à parler d'une classe moyenne. C'est ça l'objectif, un des objectifs. C'est construire une vraie classe moyenne. Mais il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent. Les exploitants, les intermédiaires qui sont là-bas, mais exactement, ceux qui sont commis également à la sécurité, mais la base également, c'est-à-dire l'artisanat minier, c'est une sorte de cueillette. Hein. Mais il faut que ceux qui sont à la base, on puisse les intégrer, les organiser, et en tant que communauté locale, qui puissent se retrouver. Le centre Carter parle également du droit de l'homme. Lorsqu'il faut arriver à les délocaliser pour les réinstaller. Souvent, la procédure n'est pas respectée telle que prévue par le code minier. Bref, il y a de la matière. Il faut vraiment qu'il y ait sanction à chaque fois. Tant qu'il n'y a pas sanction, ça ne peut pas aller. Donc, il faut que les chefs de division de mines au niveau provincial puissent se mettre dans sa peau et sanctionner. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, eh ben, il y aura énormément d'abus, contrebande, etc., etc. Donc, vous demandez à l'État de sanctionner à chaque fois? Il faut sanctionner. Mais qui est-ce qu'on va sanctionner? On va sanctionner tout ce qui ne respecte pas les pratiques qui sont convenables. Tous. Il faut les sanctionner. Les acheteurs ou bien les exploitants? Même les acheteurs. Parce que, comme je vous ai dit, les comptoirs agréés peuvent acheter, mais ils ne déclarent pas souvent ce qu'ils ont acheté. Donc, il faut que l'État s'organise en termes d'information. Il faut que l'ANR fonctionne, et tout ce qui sont commis à l'information pour pouvoir résoudre ce problème. Mais c'est beaucoup plus la population qui peut dénoncer. Il faut impliquer la population dans la vulgarisation. Les communautés qui sont impactées par l'exploitation minière doivent être informées. Et pour cela, il faut beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives. Déjà, le ministère de Mines les fait, ouvre beaucoup de portails. On peut avoir accès aujourd'hui à beaucoup d'informations de mines à partir du ministère. Mais les divisionnaires provinciaux doivent aussi le faire. Il faut vraiment vulgariser l'information minière pour que la population soit également informée. À ce moment-là, elle peut être impliquée dans la traque de la contrebande. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Les questions de mines, la gestion de mines n'est pas une affaire seulement des spécialistes, de ceux qui travaillent là-dedans. Non, non, non. Toute la population doit être informée pour accompagner, n'est-ce pas, cette gestion, cette gouvernance. Mais nous parlons des mines, bien sûr, mais vous le savez, comme moi, que ce sont des matières épuisables. Ah, voilà l'enjeu. Je vous donne l'exemple. Le code minier avait pour objectif, entre autres, de faire en sorte que les parties laissées en jachère. Je vous donne l'AMIBA. L'AMIBA a une concession de l'ordre de 78 000 km². Mais l'AMIBA n'a exploité jusque-là que vous savez combien?
40 km². Depuis Sur 1960. les 78 000 km², l'Amiba, jusque-là, n'a exploité à peine que 40 km². Bon, pour l'instant, il n'exploite même plus, hein, parce que la SACIM le fait. La SACIM, oui, mais ouais. Ça profite à qui? C'est une jointe aventure. C'est lorsque c'est bien conclu entre les Chinois et les Congolais, c'est bien suivi, notamment par l'IGF, eh bien à ce moment-là, on sait ce qui s'y fait. Et la SACIM est de loin plus prospère que l'Amiba, qui patauge énormément. Aujourd'hui, on parle du conflit entre le président du conseil d'administration et le comité de gestion, etc. On n'arrive pas à relancer la machine. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des partenaires, surtout extérieurs, parce que l'enjeu ici, c'est la capacité de négociation. Nous n'avons pas de capitaux frais. On n'en a pas. Mais la Chine, le problème. Mais oui, dans le domaine industriel. Ouais. La Chine peut, on le sait, avoir une amphithéose de 30 ans, mais en contrepartie, peut nous faire des barrages hydroélectriques, parce que sans courant haute tension, ça ne marche pas, mais peut nous faire également des zones portuaires modernes ou des zones industrielles, en échange, justement, de terres que nous allons lui donner. Donc nous manquons des personnes capables qui peuvent négocier valablement en faveur de la RDC. La preuve, c'est la révision que le chef de l'État a impulsée. Avec Sicomine. Maintenant, nous avons avec l'avenant numéro 5, on sait que, et même ils viennent de décaisser de l'argent, on sait que c'est renégocié. Et vous le savez, ils ont à peu près pour 3 millions, la Chine a bénéficié de ça, et le Congo en contrepartie, en termes d'infrastructure, n'a même pas eu 1 milliard. Et il y a eu des renégociations. Nous pensons que ces renégociations vont pouvoir apporter de façon équilibrée les choses de part et d'autre. Donc il faut suivre. Quand on négocie, il faut mettre des experts qui ont vraiment la matière et qui savent évaluer la teneur, la réserve, etc. Parce que ces choses sont épuisables, justement. Oui. Il faut bien les gérer. Parce qu'il faut penser à l'après-mine. Hein? Absolument. Le chef de l'État l'a dit, c'est la revanche du sol au sous-sol. Au sous-sol. C'est ça l'enjeu de l'avenir. Donc il faut réinvestir tout ce que nous avons dans les mines vers le sol. Est-ce que sommes-nous prêts, hommes congolais? Sommes-nous prêts? Je crois qu'avec l'impulsion du chef de l'État, parce que beaucoup de gens ont crié à la révolution, c'est-à-dire faire partir les Chinois, mais le chef de l'État a calmé le jeu. Je crois qu'il y a eu des négociations au plus haut niveau quand il était en Chine. Et maintenant, tout le monde est d'accord. Je crois qu'il y a un décaissement de 650 millions de dollars déjà. Oui, déjà. Et il y a une programmation pour les routes. Parce que le Congo sans route ne vaut rien, comme l'a dit Stanley par ailleurs. Le Congo, il faut des routes. C'est fondamental. Mais comment financer les routes? C'est à partir, entre autres, de nos mines. La forme minière a fait des villages routiers, donc arranger toutes les routes. C'était dans la prérogative de la forme minière. Et maintenant, les routes n'y sont plus. Il n'y a plus de routes autour de ce qu'on peut dire Chikapa, partout. Il n'y a plus de routes. Il n'y a plus de routes, mais nous chantons matin, soir que nous avons les mines. Nous avons des réserves les plus grandes réserves mondiales, surtout en matière de cobalt. On est les premiers. Également, même si les projets pataugent, toujours à Manono. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires aussi, l'Anguissou-Roche, vous savez aussi, vous êtes dans les domaines. Beaucoup, nous avons les diamants, mais... Je vous donne l'exemple de la forme minière, où carrément aujourd'hui décaténer le grand barrage du Grand Kassai. Mais lorsque vous y allez, vous êtes sidéré, parce que tout y est. On a des centaines de conteneurs là-bas. Nous avons des camions. Il y a également certains matériaux qui pourrissent. Qui pourrissent? À Lubumbashi. À Lubumbashi. Ouais. Moi, je me suis dit, si nous ne revenons pas sur un modèle colonial, c'est-à-dire comment la forme minière, par exemple, a travaillé, nous en sortirons pas. Okay. Il faut qu'on ait... C'est la Namibia qui contient les titres miniers du Kasaï central. Il faut qu'on travaille pour qu'il y ait... Et par exemple, je prends Kazumba, il y a beaucoup de zinc aujourd'hui. Beaucoup, il y a eu une expertise de l'Afrique à Kazumba. Beaucoup de zinc. L'Afrique du Sud a fait une grande prospection. Donc il faut travailler pour qu'on ait une industrie minière qui fonctionne au Kasaï central, qui finance maintenant le barrage. Parce que chaque fois qu'on a un projet avec les Indiens, et lorsque le projet arrive à terme, tout tombe.
Donc, il faut absolument qu'on ait une grande entreprise minière. Nous avons du chrome, du nickel, maintenant autour de Kananga. Que l'expertise se fasse et qu'on fasse une jointe aventure convenable avec des partenaires, des consortiums chinois ou même des Émirats arabes unis. Mais il faut savoir négocier ces choses pour que les choses redémarrent. À ce moment-là, cette entreprise peut s'occuper de routes, de l'entretien, mais pas seulement de routes à terre battue. Je crois qu'il est venu l'heure de faire des routes asphaltées. On ne peut pas continuer avec ces routes à terre battue 50 ans plus tard. C'est quand même assez ahurissant. Qu'on construit des vraies routes et puis que ça soit connecté à partir d'une grande entreprise minière, une jointe aventure si possible, ou carrément d'autres partenaires. Aujourd'hui, on parle de la Corée du Sud qui est en train de finir sa conférence avec l'Afrique aujourd'hui pour investir dans l'agriculture, mais on peut aussi négocier pour qu'on investisse directement dans les mines avec tous ces partenaires, la Corée du Sud et les autres. Mais vous parlez des jointes aventures. Au Kassai oriental, nous avons la SACIM, mais la population locale n'arrive pas à être impactée directement par l'exploitation de cette société. Donc c'est la misère quand vous y arrivez. C'est ça l'enjeu. Vous demandez. C'est ça l'enjeu. Comment on peut rétribuer convenablement, équitablement pour que la communauté locale s'y retrouve? Pourquoi la communauté locale est toujours pauvre? Pourquoi? C'est ça l'enjeu entre deux colonies. Mais vous, en vous posant ce genre de questions, c'est quoi la réponse que vous trouvez? C'est la coopération. Il faut arranger la coopération avec toutes les parties prenantes. Nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises et artisanat. Nous avons l'autorité de régulation pour la sous-traitance dans le secteur privé. Nous avons des agences du gouvernement. Par exemple, le Centre d'études et d'expertise minière congolaise. Nous avons la CAMI, le CAMI, cadastre minier. Il faut que toutes ces institutions puissent se concerter convenablement. Mais nous avons également les autorités, par exemple, du gouvernement provincial avec la sécurité. Parce qu'il y a un vrai problème de sécurité qui se pose en termes d'effectifs, en termes d'équipement, etc. Ça, c'est l'État. Donc, il faut que les concertations qui se font par ailleurs soient régulières et véritables. Pour qu'on ait un environnement, pas seulement un environnement tel que nous l'avons le plus fort, domine. Ben, vous parlez de la coopération, mais il faut également y impliquer les spécialistes en changement de comportement. Parce que quand vous avez évoqué ici, c'est le moral qui n'est pas bon sur terrain et les gens travaillent en pêle-mêle. Voilà les résultats qu'ils nous produisent. Nous, les chercheurs, nous devons être dans ces concertations comme des interfaces pour leur dire, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire. Parce qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Donc, oui, vous estimez? Mais bien sûr, lorsque les communautés locales ne se retrouvent pas, il y a violation de droits économiques, parce que c'est leur droit, même du point de vue de l'éducation. Il n'y a pas d'école convenable. On a des enfants soldats, nous avons des très jeunes enfants qui travaillent dans le mine, etc. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des concertations avec toutes les parties prenantes, les chercheurs, la population locale, les comptoirs, les intermédiaires, ceux qui viennent tout simplement vendre, par exemple, dans le concession minière. Autrement appelé aux négociants. Les négociants. Ouais. Les négociants, et ce sont des trafiquants qui peuvent acheter ayant un comptoir agréé. Mais il faut que des détenteurs de comptoirs soient également dans la chaîne des dialogues. Okay. Il n'y a que le dialogue qui peut résoudre. Parce qu'il n'y a pas que le code minier en tant que norme légale. Il y a des normes pratiques. On peut se dire quels sont les représentants de toutes les organisations. On peut les avoir 20, 30. On négocie et on dit pour telle matière, qu'est-ce que l'on fait? Par exemple, l'éducation. Oui. Parce que ceux qui investissent doivent faire en sorte qu'ils investissent dans les écoles sur place. Comment on va les faire? Pour combien de temps? Oui. Qui peuvent être responsables pour que ça marche? Etc., etc. Et pour le commerce, des articles habituels, comment ça va se faire? Dans le domaine des infrastructures. Infrastructures, le route, tout ça. Il faut que ça soit de consensus régulier. Toute une chaîne, là. Tous les représentants, pas tous les individus. Oui. Moi, chercheur,
Nous formons une équipe et nous envoyons 2 personnes qui nous représentent le mieux et qui connaissent bien le domaine. Et dans tous les domaines, même la population, ce n'est pas toute la population. Vous prenez des représentants qui connaissent le vrai problème, qui interprètent correctement les besoins de la population. Vous pouvez y mettre les confessions religieuses. Oui. Par exemple, l'Église catholique, j'étais une fois au nord du Katanga, j'étais avec un évêque qui se plaignait, je ne sais pas si c'est vrai, que la Banque mondiale a des entreprises minières de l'autre côté. Bon, bref, les églises, les confessions religieuses protestantes, les églises de réveil doivent être impliquées. Les personnalités, c'est-à-dire les notables du lieu. Il faut qu'on ait 1 ou 2 personnes notables du lieu. Mais c'est ce qui s'est fait, non? C'est ce qui s'est fait. Lorsque une entreprise arrive à signer, pour signer son cahier des charges, l'on invite toujours la représentation communautaire et pour déterminer les projets que l'entreprise doit réaliser. Mais c'est ce qui s'est fait. Mais justement, il faut suivre parce que les résultats... c'est un problème maintenant de suivi. Suivi parce que les résultats qu'on attend, ce n'est pas ce résultat-là. La population est toujours pauvre. Mais du moment que l'argent en question, les 0,3% est décaissé par l'entreprise, mais c'est... Qui gère ça? Où est-ce que ça va? Quelles sont les affectations consensuelles? C'est ce qu'il faut suivre. La direction de la protection de l'environnement intervient. Il y a le CESCAM, il y a la division des mines. Donc, tous ces services interviennent. Mais quand vous vous posez la question, qui gère ces fonds? Il y a également une agence. Qui gère convenablement? Parce qu'il faut... Convenablement. Le problème, c'est le contrôle. Il faut que le contrôle soit collectif. Ah, ok. Le contrôle. Donc, le contrôle collectif. Le contrôle qui a 2 problèmes. Vous pensez que certains sont écartés lorsqu'il s'agit du contrôle? Il y a plusieurs intérêts qui sont en jeu. Plusieurs intérêts. Comment ça? Plusieurs intérêts parce que chacun veut tirer les droits de son côté. Okay. Donc, les concertations doivent être démises et poursuivies pour résoudre le problème récurrent. Le problème récurrent, c'est la pauvreté des communautés locales. Il faut que la rétribution soit convenable, équilibrée. Pourquoi la pauvreté elle est récurrente et continue? Pourquoi? Il faut résoudre ce genre de problème et donc il faut encore regarder en détail qu'est-ce qui ne va pas et bien suivre et sanctionner au besoin. Alors, nous avons des entreprises de l'État, parce que vous avez parlé de la MIBA, mais vous n'avez pas évoqué les cas des Sakima et Sokimo. Sakima a un problème parce que toujours en liquidation... mais on nomme les comités de gestion chaque année, à chaque régime. On a nommé les DG de Sakima, on a nommé les PCA de Sakima, mais que font-ils? Pour Sakima, en liquidation, il y a eu un vrai problème de liquidation pour les ouvriers et comment faire un décompte final. Ah, c'est le même problème qu'il y a à la MIBA. Oui, décompte final. Non seulement le nombre est important, mais parfois il y a des fictifs. Et ce problème est récurrent. Donc, et même l'interprétation de 2 liquidateurs de Sakima, pour eux, il faut tel nombre, mais pour la mine au niveau provincial, c'est un autre point de vue. Donc, il faut que les gens se mettent ensemble sur l'interprétation de ce qui doit être fait, notamment en ce qui concerne la liquidation de comptes qui reviennent à chaque travailleur. Avec tout ce que vous avez énuméré, professeur, nous comprenons et nous concluons que c'est un problème d'homme au niveau de la République. Absolument. Des concertations, des négociations. Négociation ne veut pas dire communiquer tout simplement. Non, non, non. Il faut que la population puisse avoir une capacité de représailles pour obliger les autres partenaires à faire ce qui doit être fait. Les ouvriers ont leur capacité de représailles, c'est-à-dire au niveau de l'industrie, peuvent faire la grève. Mais que peut faire la population? Okay. La population doit être organisée pour obliger, barrer la route, bloquer certains partenaires qui ne font pas ce qui doit être fait. Négocier veut dire avoir une capacité qui permet à mon partenaire de s'arrêter et de ne pas continuer quand il n'est pas sur la bonne voie. Ce sont ces mécanismes-là. Cette population ou communauté arrive à comprendre réellement ce qui est dit dans les cahiers des charges. C'est pourquoi les chercheurs que nous sommes, nous devons être en contact
Et on les fait avec plusieurs réunions. Vous les faites personnellement? Oui, nous les faisons. Mais vous êtes tout le temps basé à Kinshasa. Comment vous les faites? Non, vous nous sommes des représentations locales? Nous écrivons d'abord. Ouais, et nous écrivons, on fait des conférences. Mais est-ce que ces communautés-là lisent? C'est ça aussi le problème. Non, on a des réunions effectives avec les représentants du corps social. Okay. Et nous leur disons ce qu'il faut faire. Comment ils peuvent évaluer, d'abord l'identification. Il faut identifier quelles sont les personnalités qui travaillent dans le don. Il faut identifier. Et ils doivent les faire à travers les représentants. Mais il y a des chefs coutumiers aussi. Donc qui sont aujourd'hui utilisés pour des fins privées. Justement. De politiques. Et ils sont impliqués dans la cession des concessions minières, les chefs coutumiers. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il faut que la société civile soit organisée, la FEC soit organisée, les pouvoirs coutumiers soient organisés pour que les représentants se retrouvent. Si la société civile n'est pas organisée, la FEC n'est pas impliquée et les chefs coutumiers ne sont pas là, comment vous allez faire? Donc, il faut commencer par organiser tout le monde pour que tout le monde puisse avoir de la matière. Mais toutes ces rencontres qui nous sont présentées avec tambour battant, vous pensez que les résolutions ne sont pas Pas partout. On peut dire en majorité ça ne marche pas parce que un des buts, il faut que les communautés locales puissent s'y retrouver. Mais de temps en temps, ça dépend. De temps en temps, ça marche. Mais pour le gros, ça ne marche pas. Il faut que ces concertations continuent et ça soit fréquent. Vous savez, c'est bien beau d'écrire, bien beau de dénoncer, bien beau de parler ainsi en tant que chercheur. Mais si l'on prenait la personne des Milala et on la mettait à la place, il faut maintenant diriger certaines commissions. Est-ce que allez-vous les faire convenablement? Il faut la loi. La procédure existe, la loi. Comment gérer une entreprise de l'État? Il y a des procédures. Ça, c'est la théorie. Nous parlons de la pratique. Est-ce que vous, personnellement, vous allez bien les faire? Mais si moi, je ne les fais pas, la tutelle doit sanctionner. Parce qu'il y aura des procès-verbaux des réunions. Le conseil d'administration doit se réunir, par exemple, une fois le mois, avec un procès-verbal que vous transmettez à la tutelle. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est un problème. Il faut pouvoir le faire et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les conseils d'administration, ils doivent signer. Et la tutelle doit suivre. Je suppose que de temps en temps, la tutelle n'est pas impliquée même dans les forfaits sur le terrain. Il faut que la tutelle contrôle et suive. Est-ce que les procédures des réunions, des comités de gestion, par exemple, sont respectées? Les régularités. Est-ce qu'ils se réunissent 2 semaines comme convenu? Est-ce qu'il y a un procès verbal qui est arrivé? Est-ce que la réunion qui suivra prendra en compte la réunion antérieure, etc., sur des dossiers pendants, etc. Il faut suivre ces choses. Donc, il y a un règlement qu'il faut suivre. Quand on ne suit pas la loi, il y aura des rapages. Alors, en conclusion, vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous pouvez recommander à l'État congolais? 2 choses. La première chose, nous sommes vraiment un scandale géologique. Absolument. Et nous pouvons développer l'Afrique. Et on peut même faire, à travers notre commerce extérieur, faire les relations extérieures à partir de nos mines. Avoir des multinationales qui auront un holding qui peuvent vendre à l'extérieur. Comme le président le disait, nous sommes capables de devenir l'Allemagne d'Afrique. Bien sûr. Mais il faut qu'on organise parce que vous savez que la Chine fait ses relations extérieures à travers son commerce extérieur. C'est comme ça qu'il faut faire. À ce moment-là, nous aurons vraiment une grande capacité avec de bons gestionnaires en couplant les affaires étrangères avec le commerce extérieur à partir de nos mines. C'est cela la gâchette. Nous sommes une vraie gâchette. C'est ce que la première chose, on doit avoir ça en tête. Et deuxième chose, c'est l'espoir. Tout le monde revient en Afrique. Tout le monde revient en Afrique, pas seulement au Congo. Mais ils reviennent parce que la Chine vient d'investir, quand on totalise, maintenant ça va faire 20 ans, 200 milliards de dollars dans ces domaines pour l'Afrique. En concurrence avec les partenaires occidentaux qui n'arrivent même pas à 10 milliards, nos partenaires traditionnels. Donc, mais il ne faut pas laisser libre cours à la Chine. Il faut que la Chine, quand elle conclut, et nous voit nous négliger, trempe également dans la fraude. Il faut qu'on ait, par exemple, l'ITIE,
l'initiation à transparence des industries attractives RDC, qu'on ait l'IGF, etc., la Cour des comptes, etc., que toutes ces institutions puissent suivre chaque fois qu'il y a un contrat, n'est-ce pas, qui est conclu avec les partenaires. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut contrôler. Merci. Bref, c'est lorsqu'il y a un contrôle rigoureux que l'on va parler de la bonne gouvernance minière. Absolument. Et nous pouvons à ce moment-là avoir les résultats que nous attendons. Merci, professeur Jean Barnabé Milala, pour ces interventions. En tout cas, nous allons vous recevoir, si vous le voulez encore bien, très prochainement pour une autre question concernant bien sûr la gouvernance dans les secteurs miniers, surtout beaucoup plus dans l'artisanat, parce que vous avez fait beaucoup de recherches là-dessus. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux et nous vous laissons la suite de la programmation de nos émissions. Mais pour l'instant, nous vous disons sincèrement merci de votre indéfectible attachement. À tout à l'heure.